Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, on va parler de, du jeu des entités non humaines. Mais on va parler de comment les entités non humaines jouent avec nous en manipulant notre réalité. Là, on ne va pas parler de manipulation de timeline, mais de manipulation directe de la réalité, où des personnes sont effacées, où des réalités sont totalement transformées, où des gens sont insérés dans la réalité que les personnes ne connaissent pas, pourtant tout l'entourage semble les connaître et tout ça. Et pour moi, ça fait partie du jeu des entités non humaines. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le samedi 22 juin, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur la fausse lumière, sur toutes les manipulations de la fausse lumière. Donc c'est un webinaire qui va aller extrêmement loin, qui va montrer comment la fausse lumière nous manipule dans le quotidien, comment la fausse lumière manipule une grande partie des phénomènes paranormaux, comment la fausse lumière nous manipule dans cette vie, mais aussi dans l'entre-deux-vie, et comment des notions comme l'évolution de vie en vie, les notions de karma, sont des manipulations de la fausse lumière. Et on verra qu'en réalité, les vies sont simultanées et que si on ne fait pas un travail sur soi, on dévolue. Et on verra que la notion de karma, c'est une manipulation des entités sans âme pour nous faire consentir à un certain chemin de vie. On verra aussi comment la fausse lumière nous affecte dans le quotidien, comment la fausse lumière est à l'origine d'un grand nombre de phénomènes paranormaux, et on verra d'où vient cette fausse lumière et son lien avec les entités sans âme et ce qu'on appelle le monde astral et le monde des intelligences artificielles. Donc c'est un webinaire qui aura lieu en direct, qui durera 4 heures avec possibilité de questions-réponses. Et je peux vous dire que vu la pertinence des questions, des interventions qu'il y a eu dans les autres webinaires, je peux vous dire que ça peut durer plus de 4 heures. Donc euh, prévoyez 5 à 6 heures parce que c'est des webinaires qui durent souvent beaucoup plus longtemps, tellement les interventions sont intéressantes, tellement les réflexions sont intéressantes. Et sachez donc que c'est vraiment le moment dans ces webinaires d'interagir, de poser vos questions. Donc ça, c'est le samedi 22 juin de 18h à 22, 23, voire de 18h à minuit. C'est un petit peu en fonction. Sachez aussi que le samedi 1er juin de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, d'autant plus que le thème, c'est la présence non humaine dans le quotidien. Alors, pour vous inscrire à notre webinaire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Il vous suffit de cliquer et de suivre la procédure. Pour vous inscrire à la conférence en présentiel, je mettrai un lien en dessous de ce podcast. Ce lien mènera vers le programme de la conférence. Dans le programme de la conférence, il y aura notre adresse mail et il vous suffit de nous envoyer un mail pour qu'on vous réserve une place. Alors sachez que ce soit le webinaire ou la conférence, c'est vraiment de l'information inédite et à un tout petit prix. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Sachez aussi que le webinaire du samedi 18 mai sur le ciblage en réseau est disponible en replay sur le site de la Librairie du Bonheur. Donc là aussi, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Et si vous, si vous souhaitez acheter l'enregistrement de ce webinaire, je vous l'envoie dans les 24 heures par 8 transferts. Donc en tout cas, le webinaire 18 mai, c'était vraiment un webinaire qui a duré près de 6 heures où on a parlé d'un sujet qui est vraiment d'actualité malheureusement et où il y a eu énormément d'interventions très intéressantes, de questions très, très pertinentes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer l'enregistrement du webinaire du samedi 18 mai. Et maintenant,
place au podcast sur la manipulation de... Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion de YouTube et de notre chaîne Odyssée. Et aujourd'hui, je vais reparler un petit peu du jeu des entités, du jeu qu'elles font avec nous, et notamment du jeu fait par ces entités avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'on va voir que l'humain et cette réalité en général, c'est au cœur d'un énorme jeu, un jeu cosmique, un jeu dimensionnel, un jeu extrêmement pervers mené par des formes de vie synthétiques, des formes de vie non humaines. Et comprendre la nature de cette réalité nous permettra de comprendre le système de contrôle de ces entités. Alors, quand on regarde autour de nous, toute cette réalité nous paraît absolument solide. Par exemple, derrière moi, il y a des arbres. Si je touche les arbres, ils sont solides. Je mets un coup dans les arbres, je me fais mal aux mains, bien évidemment, parce que ces arbres paraissent solides. Mais en fait, ils ne sont pas aussi solides que ça. Alors, la physique de niveau lycée montre que si l'on prend un atome et que le noyau de l'atome, ça serait par exemple, que le noyau de l'atome, ça serait par exemple la cathédrale Notre-Dame, l'électron serait un ballon de football qui serait à plusieurs centaines de mètres ou à plusieurs kilomètres, je ne sais plus exactement, de ce centre de l'atome. Donc on voit bien que notre réalité est beaucoup moins solide qu'elle n'y paraît. Pour simplifier, quand on observe un atome et une particule élémentaire, on se rend compte que une particule élémentaire ne devient solide que quand il y a un observateur. Sinon, les particules élémentaires, comme l'électron, ont un comportement ondulatoire. Donc ça montre que notre réalité est beaucoup moins solide qu'elle n'y paraît. De même, pourquoi on perçoit cette réalité comme solide? Parce que on en fait partie. On est incarné dans cette réalité. Donc ça nous paraît solide puisqu'on en fait partie. Encore une fois, je vais prendre une analogie avec un jeu vidéo, mais quand on prend un jeu de Super Mario, si on se met à la place de Super Mario, il fait partie de la réalité et certains éléments dans le jeu de Super Mario, par exemple, sont solides puisqu'il fait partie de cette réalité. Donc ça, c'est très important à comprendre. Mais en fait, cette réalité est tout sauf solide. Et des études ont montré que la réalité a un fonctionnement holographique. Et cette réalité holographique commence à être admise par des scientifiques mainstream. Et un hologramme, c'est en gros quelque chose qui devient solide quand il y a une observation et dont le tout est contenu dans la partie. Et c'est ce qui explique que des thérapies comme par exemple l'auriculothérapie, les massages plantaires fonctionnent puisque toute l'information est contenue dans chaque partie. Ça explique aussi des notions comme la mémoire cellulaire. Même beaucoup plus mainstream, par exemple, dans chaque cellule, il y a toute l'information pour construire un organisme. Donc, on voit que cette réalité est holographique. Et certains scientifiques ont poussé cela plus loin et ont montré que notre réalité fonctionne comme un jeu vidéo. Autrement dit, que notre réalité fonctionne comme une simulation, avec basiquement les limites du jeu vidéo, ça serait les grandes constantes de la physique, la constante de l'électron, la constante de la gravitation, la vitesse de la lumière, etc. Et
cette réalité fonctionne effectivement comme une simulation. Or, une simulation a été construite par quelqu'un. Et le quelqu'un qui a construit cette simulation, c'est les entités sans âme qui ont construit cette simulation, cette fausse création qui fonctionne comme une simulation, parce que c'est un petit peu complexe qu'une simulation, pour prendre nos âmes, pour nous leurrer à consentir à la fausse création, pour à terme phagocyter nos âmes. Donc il y a ce plan très défini de phagocytage de nos âmes, mais il y a aussi cette espèce de jeu des entités. Les entités jouent littéralement avec nous. Et on va le voir comment elles jouent avec la réalité par quelques exemples concrets. Nous sommes en Floride, c'est les années 90, et une jeune américaine décide tout simplement de visiter Miami. Donc elle se promène le long de la plage à Miami et elle voit un homme qui traverse la route, un homme tout à fait ordinaire. Et soudain, l'homme disparaît littéralement sous ses yeux. Donc elle pense rêver, mais euh, elle se dit non, ça fait plusieurs minutes que je vois, que j'ai vu cet homme qui marchait de l'autre côté et ensuite traversé, je n'ai pas pu rêver. Et à la place de l'homme, tout simplement, un espèce d'espace où il y aurait dû avoir la personne. Donc, cette dame, après ça, commence à se sentir mal. Elle commence à sentir comme si sa réalité avait été totalement transformée. Et c'est décrit comme le facteur Oz. Elle sentait comme une espèce de silence, comme une espèce de mal-être. Et puis soudain, tout a, tout, tout a repris normalement. Le silence est passé. La réalité qui semblait s'être figée reprend comme si de rien n'était. À Marseille, il y a un vortex à proximité de l'église des Réformés qui a été décrit par Jimmy Gueux et par une dame qui s'appelle Sultane. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Sultane dans les années 2000, qui était une voyante vraiment brillante, énormément d'anecdotes à raconter, même sur le monde de la politique, sur des phénomènes comme le shape-shifting, sur des expériences d'abduction et tout ça. Et elle a confirmé tout ce qu'elle disait dans cette, dans cette émission de Jimmy Gueux. Et notamment, cette espèce de... Quand le vortex est ouvert et qu'elle a vu cette créature, cette entité reptilienne dans une voiture, elle s'est rendue compte que tout était silencieux, qu'il n'y avait aucune voiture en plein cœur de Marseille. Et ça s'est passé en mois de juillet. Or, en juillet, il y a énormément de monde à Marseille. D'autant plus que l'église des Réformés, j'ai été sur place. Et cette église se situe à proximité de la Canebière. Donc, c'est quand même le haut lieu touristique de Marseille. C'est pas loin de la gare Saint-Charles, donc il y a toujours énormément de passages, particulièrement au mois de juillet. Et là, il n'y avait personne. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui a vécu une expérience analogue à Marseille. Donc, près de cette église des Réformés, il est en train de traverser la rue quand il voit une voiture arriver, une voiture relativement rétro, relativement ancienne. Et là, il n'en croit pas ses yeux. Au volant de cette voiture, il voit une créature totalement verte, de type entité reptilienne, extrêmement moche. Et là, pareil, quand il aperçoit cela, tout devient totalement calme. Il n'y a absolument
pas de bruit, pas de voiture qui passe, tout est silencieux, comme si la réalité était reprogrammée par les entités non humaines. Donc, dans ces cas de reprogrammation de la réalité, on peut se demander, est-ce que c'est un dysfonctionnement de la fausse création qui fonctionne comme une simulation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par les entités sans âme? On ne peut pas savoir. Moi, je penserais plutôt que c'est quelque chose qui est voulu, que c'est un espèce de jeu absolument pervers pour mettre les personnes qui sont témoins de cela dans une espèce de peur, pour jouer avec les personnes, pour jouer avec notre naïveté et notre incrédulité. Et je pense que toutes ces manipulations de la réalité font partie de cet aspect jeu pervers de la manipulation des entités sans âme. Je vais donner encore quelques exemples. C'est une dame donc qui revient de son travail. Elle arrive chez elle, retrouve son mari qui est déjà arrivé, et son mari lui dit j'ai reçu aujourd'hui un message de, de deux de nos amis. On va les appeler Christine et Jean-Pierre. Et Christine et Jean-Pierre vont passer ce week-end. Donc la dame se dit, mais c'est quoi ça? Qui sont ces gens? Et elle dit à son mari, mais je connais pas de Christine et Jean-Pierre. Et le mari lui dit, arrête de te foutre de ma figure, bien sûr que si, bien sûr que tu les connais, Christine et Jean-Pierre, c'est tes meilleurs amis depuis le lycée. Donc cette dame là se sent vraiment mal et elle commence à dire à son mari, non, je ne connais pas Christine et Jean-Pierre. Et le mari lui dit, mais si, c'est tes meilleurs amis depuis le lycée. Ils sont venus le mois dernier, on a été à tel ou tel endroit, tu commences vraiment à perdre la tête. Et le mari commence à s'énerver. Donc la dame se tait. Et vraiment, elle commence à se poser des questions sur sa sanité, sur son état d'esprit. Le lendemain arrive et son mari lui demande basiquement qu'est-ce qu'elle faisait, comment ça préparait. Il y a Christine et Jean-Pierre qui vont venir et la dame, là, elle se pose vraiment encore plus de questions. Elle commence à vraiment s'inquiéter. Et finalement, elle se dit, je ne vais pas me disputer avec mon mari, je vais faire le repas et tout ça. Mais elle a vraiment une sensation de malaise, une sensation de nausée. Quelque chose ne va pas. Le soir arrive, les amis arrivent et là, ils commencent à embrasser le mari et elle voit bien qu'il se passe quelque chose. Elle voit bien que ce sont des gens qui la connaissent, mais elle ne les reconnaît pas, ni rien. Et ensuite, ils vont commencer à raconter à cette dame des anecdotes par rapport aux années du lycée. Et là, la dame ne se rappelle absolument de rien. Mais alors, vraiment de rien. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, tout le monde voit que ça ne va pas et lui demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive et toi, est-ce que tu es malade? Et là, elle leur dit, ben, désolé, mais je ne me rappelle absolument de rien, je ne vous connais pas. Donc bien évidemment, ça jette un froid, le couple d'amis est froissé, ça crée une grave dispute entre la dame et son mari. Heureusement après, il se rabiboche que la dame parvient à convaincre son mari et tout ça, mais elle ne connaissait pas ces gens que son mari pourtant connaissait et qui
eux, la connaissaient depuis des décennies et des décennies. Donc on voit très bien que où la dame a été transportée dans une autre timeline et mise à la place de quelqu'un dans une autre timeline, ou alors que la réalité a été reprogrammée. Mais en tout cas, des événements comme ça sont trop structurés, ça va trop loin pour être, ça va trop loin pour être simplement une erreur dans cette réalité. On voit très très bien qu'il y a une manipulation de la réalité de la part des entités non humaines pour, pour jouer avec nous, parce que ces entités jouent avec nous un jeu absolument abject, absolument abominable. Elles se moquent en quelque sorte de nous. Et le problème de l'humain, c'est qu'on cherche toujours un but derrière toute chose. Et effectivement, quand on voit le système de contrôle de ces entités non humaines, il y a à un niveau un but. Il y a la mise en place du transhumanisme et le phagocytage de nos âmes. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a aussi la prédation, puisque ces entités sont des prédatrices d'âmes et des prédatrices physiques. Elles nous utilisent comme du bétail, voire tout le travail de marquer sur cette notion de ferme humaine. Mais quand on creuse bien, on voit qu'il y a autre chose. On voit qu'au-delà de ce but, il y a quelque chose qui nous échappe. On voit que beaucoup des manipulations de ces entités n'ont pas de sens dans le sens où elles n'ont pas de but précis. Et on voit très très bien que ces entités jouent avec nous. Mais ce n'est pas un jeu pour faire du bien. C'est un jeu pour faire le mal pour faire le mal. Ce sont des entités qui ont une conscience satanique. D'autres exemples aussi, il y en a énormément, c'est des personnes qui signalent que tous les jours, ils se retrouvent dans des timelines différentes ou dans des réalités différentes, que parfois, par exemple, ils se retrouvent, leur table de nuit est à droite, le lendemain matin, leur table de nuit est à gauche, ils travaillent dans la même société, mais dans des bureaux différents. Le lendemain, tout est identique, mais quand ils vont au travail, personne ne sait ce qui leur arrive, ne les connaît au travail. Donc, ils se retrouvent sans travail. Le surlendemain, ils se réveillent. Mais, et là, ils vont à leur travail, mais ils sont à nouveau dans un autre bureau. Il y a même des gens qui se réveillent un matin, qui sont mariés et tout ça, alors que un matin ils se réveillent, ils ne sont pas mariés. Le lendemain, ils se réveillent, ils sont à nouveau mariés avec un conjoint, mais mais dans des circonstances un petit peu différentes. Et il y a énormément de ces phénomènes comme ça de manipulation de la réalité ou de manipulation de timeline. Et quand on creuse, on se rend compte qu'il n'y a pas de but précis, si ce n'est jouer avec nous pour prendre nos, pour prendre nos émotions. C'est comme, et parfois ça peut aller très loin. C'est comme le cas que j'ai dit dans d'autres vidéos de ce jeune homme qui, qui a un accident de la circulation. Il passe, il passe 6 semaines de coma et miraculeusement, il se réveille et il n'a aucune séquelle. C'est une personne qui, qui vit chez ses parents, qui a une vie triste, un travail d'usine extrêmement peu rémunéré. Et voilà, c'est une vie vraiment triste. Et
Et donc, quand il se sort de son coma, il retourne vivre chez ses parents, il reprend son travail et tout, mais à un moment donné, il fait une énorme dépression. Et ses parents lui demandent pourquoi il fait une dépression. Et il leur, il leur, il leur dit ce qui s'est passé dans le coma. Il leur dit que pendant le coma, il a vécu 10 ans d'une vie parallèle. Et dans cette vie parallèle, il avait fait des études de journalisme. Il avait rencontré une fille extrêmement gentille et extrêmement belle, avec qui il s'était marié et avec qui il avait eu 2 enfants. Et ils avaient vécu ensemble 10 ans. Une vie extrêmement belle, dans une belle maison, et tout était extrêmement clair, tout était extrêmement fluide. Ses souvenirs, c'était les mêmes souvenirs que c'était les mêmes souvenirs que si il avait vécu une expérience réelle. Il se rappelait de tout, il se rappelait d'où était le mobilier, de ce qu'il avait fait à telle ou telle date, de ses beaux-parents, de ses filles, et tout ça. Et une vie très très belle, très intéressante. Et il se rappelle aussi de toute son enfance dans cette autre vie, avec les mêmes parents et tout ça, mais où tout s'était passé différemment, où il avait réussi à ses examens, où il avait réussi à faire des études, puis après où il avait rencontré cette fille et tout ça. Donc il commençait à raconter une vie totalement différente et beaucoup plus joyeuse. Et quelques, quelques mois, donc dans sa réalité parallèle, quelques mois avant que cette réalité parallèle se termine, lui et sa femme avaient, une lampe de chevet. Et le jeune homme remarque que la lampe de chevet commence à fondre. Et il se dit, c'est extrêmement bizarre que la lampe de chevet a fondu parce qu'elle n'était à proximité d'aucune source de chaleur. Il en parle. Il en parle à sa femme et sa femme lui dit, mais tu es complètement fou, si elle a fondu, c'est qu'elle a dû être à proximité d'un radiateur et tout. Mais il dit, mais non, elle n'est à proximité d'aucune source de chaleur. Donc, ils se disputent et il décide de laisser la faire. Mais il commence quand même, il est malade, ça lui laisse un sentiment de malaise. Quelques mois plus tard, la lampe de chevet a encore plus fondu et il le montre à sa femme. Et là, sa femme lui dit, mais tu as raison, mais c'est bizarre, là, il n'y a aucune source de chaleur, en plus c'est l'été, il n'y a pas de radiateur, mais il ne fait pas particulièrement chaud dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même sa femme commence à être inquiète. Donc là, lui et sa femme commencent à discuter de la nature de cette réalité et le jeune homme commence à dire euh, que la réalité c'est une matrice, que c'est une simulation et tout ça. La jeune femme le suit et tout ça. Et ils sont inquiets, ils sont pas bien, mais ils finissent par s'endormir. Et quand le jeune homme se réveille, il est en fait dans un lit d'hôpital et dans une vie totalement différente, où il a 10 ans de moins, où il vient d'avoir, où il a 10 ans de moins, où il vient d'avoir un accident, où il a fait 6 semaines de coma et tout ça, et surtout une vie beaucoup plus triste. Donc, on voit très bien que ce ne sont pas des rêves parce que c'est trop précis, c'est des expériences réelles. Et on peut penser, en tout cas c'est mon hypothèse, que la timeline originale de ce jeune homme, c'est la timeline positive. Et les entités ont décidé de jouer avec lui ou de modifier sa réalité pour transformer sa vie en une espèce de timeline totalement négative. Donc pour cela, elles ont manipulé la réalité, elles ont manipulé le temps, l'ont ramené 10 ans en arrière et ont remanipulé toute la réalité autour de lui ou l'ont inséré dans dans une autre timeline. Et en fait, je pense que l'accident qu'il a eu n'est pas
l'accident, mais c'est symboliquement le moment où c'est symboliquement la cassure. C'est le moment où il passe de sa timeline originelle à cette timeline, où c'est le moment où sa réalité est totalement modifiée. Par exemple, et donc, par exemple, dans l'histoire, euh, tout laisse à penser qu'il y avait une timeline originelle qu'on peut appeler le faux âge d'or, qu'on peut appeler la Tartaria, etc. Pourquoi faux âge d'or? Parce que c'était en fait un faux âge d'or mis en place par les entités sans âme pour nous leurrer à consentir à la fausse création. Mais ce faux âge d'or était beaucoup, beaucoup mieux que cette réalité, parce qu'il fallait bien leurrer les humains qui étaient les gardiens de la dimension Terre, basiquement, à consentir à cette fausse création pour que l'humain entraîne la chute de toutes les formes de vie, animale, végétale et minérale. Donc, ça, c'est une, ça, c'est une certitude absolue. Mais comment ce matériel ensuite, le faux âge d'or a été remplacé par une timeline synthétique qui est devenue notre réalité consensuelle. Et je pense que la timeline synthétique, c'est l'histoire mainstream. C'est ce qui explique que des chercheurs retrouvent des éléments qui accréditent l'histoire mainstream, mais aussi qui accréditent l'histoire alternative, comme la Tartaria, parce que ça, il y a énormément de choses à dire sur la Tartaria, et, et tout, les preuves sont partout. Mais il y a aussi les preuves de l'histoire mainstream. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation de la réalité et à un moment donné, la timeline originale a été remplacée par une timeline synthétique qui est notre histoire mainstream et il reste des éléments de la timeline originale incrustés dans la timeline synthétique pour générer la controverse, pour que les gens tournent autour du pot aussi, pour éviter aux gens de comprendre la nature de cette réalité, que cette réalité est programmée par les entités sans âme. Ça fera l'objet d'un autre podcast, mais en tout cas, dans ce passage de la timeline originelle à la timeline synthétique s'est manifesté par un cataclysme. Il y a, en tout cas, ça s'est exprimé par un cataclysme. Il y a des récits de cataclysmes avec des inondations et tout ça dans toutes les cultures. Donc on peut penser que symboliquement, le cataclysme provoqué par les entités non humaines, ça représente le moment où la timeline synthétique a remplacé la timeline originelle comme réalité consensuelle. Donc pour ce jeune homme, l'accident symbolise le moment où la nouvelle timeline absolument abominable voulue par les entités sans âme remplace l'ancienne timeline. Et d'ailleurs, dans la nouvelle timeline, les parents étaient inquiets pour leur fils, ils l'ont amené chez un psychiatre, le psychiatre était ouvert d'esprit et a dit que quand quelqu'un est déprimé comme ça et qu'il a des souvenirs comme ça ne peut être qu'un événement réel. Donc, quelque part, il a prouvé cette manipulation de la réalité. Et la cassure, la manipulation de la réalité, est symbolisée par cet accident, comme dans la réalité collective, la manipulation de la timeline est symbolisée par cette notion de cataclysme qui est voulue provoquer à 100% par les entités sans âme. Or, quel est le but de manipuler la timeline d'un jeune homme comme ça? Il n'y a aucun but, c'est pas ça qui va faire avancer le plan des entités sans âme, c'est pas ça qui va faire avancer la mise en place d'une et tout ça, c'est pas ça qui va faire avancer le transhumanisme, c'est pas ça qui va faire avancer la mise en place des interunivers. Et c'est beaucoup trop complexe pour être une erreur de la fausse création, pour être un bug dans la fausse création. Pour moi, c'est quelque chose qui est voulu par les entités non humaines et ça fait partie d'un espèce de jeu absolument pervers et absolument abominable voulu par les entités
non humaines. Samedi, donc j'ai fait un webinaire sur le ciblage en, en réseau et beaucoup de personnes ciblées parlent de la modification de leur réalité, de synchronicité artificielle, de détails qui changent et tout ça. Et ça fait partie intégrante du ciblage, mais aussi de, de la réalité de beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément ciblées. Et ça montre bien que les entités non humaines reprogramment notre réalité en permanence, qu'elles reprogramment notre réalité en permanence, peut-être à un niveau dans un but bien précis, mais à un autre niveau pour jouer avec nous un espèce de jeu totalement, per, totalement pervers, totalement abominable. Cette reprogrammation de la réalité peut aussi expliquer certaines disparitions mystérieuses. On prend le cas de cette dame à Miami. Elle voit cet homme tout à fait normal, qui traverse la rue et qui disparaît de la réalité. Et la femme sent une sensation d'irréalité, comme si quelqu'un touchait à la réalité. Et pourtant, l'événement a eu lieu, l'événement est clair pour elle. Et on peut se demander si cette personne n'a tout simplement pas été effacée de la réalité de cette timeline. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont effacées de cette timeline. Je m'explique. On est dans une timeline et on dérange trop le programme des entités sans aide. Parfois, les entités se contentent de surveiller. Parfois, elles tuent la personne sur la timeline, voire tous les cas d'ufologues assassinés et tout ça, voire tous les cas aussi de personnes qui sont subversives, qui ont été tuées dans des circonstances extrêmement bizarres, comme Stanley Meyer, par exemple, qui avait mis au point des moteurs à énergie libre. Mais on peut aussi émettre l'hypothèse que certaines personnes sont purement et simplement effacées de cette réalité. Et pourquoi certaines personnes qui dérangent sont simplement surveillées, pourquoi d'autres sont ciblées sans forcément être tuées, pourquoi d'autres sont tuées et pourquoi d'autres sont effacées. On peut émettre l'hypothèse que les entités sans âme jouent avec nous et qu'elles font une espèce de loterie où certaines personnes tirées au sort, qui ont le bon tirage, entre guillemets, sont simplement surveillées, et celles qui ont le plus mauvais tirage sont totalement effacées de cette timeline. Et c'est ce qui a pu arriver à cet homme à Miami qui a été effacé purement et simplement de cette timeline. Je ne dis pas qu'il ne continue pas à exister sur d'autres timelines, mais il a pu être effacé sur cette timeline. D'ailleurs, la série Fringe parle de ce concept. À un moment donné, le héros de la série Fringe, Peter Bishop, est totalement effacé de la timeline et personne ne se rappelle de qui il est. Pourquoi? Parce que quand une personne est effacée par les entités sans âme, la réalité est reprogrammée de façon à ce qu'elle soit adaptée pour être sans cette personne et le subconscient des proches et des amis est reprogrammé pour qu'il n'ait aucun souvenir de la personne. Et il y a le cas de ce jeune Américain qui avait un groupe de rock, qui faisait partie d'un groupe de rock. Dans le groupe de rock, ils avaient un guitariste anglais qui se caractérisait par son accent et des longs cheveux, un physique atypique. Et c'était lui qui était à l'origine du succès du groupe. Un jour, le jeune homme vient aux répétitions et le jeune Britannique n'y est pas.
et il dit mais où est le guitariste anglais qui s'appelait Jimmy, je crois. Et les amis lui disent mais il n'y a jamais eu de guitariste anglais dans notre groupe, il n'y a jamais eu de Jimmy. Donc le jeune homme, euh, le jeune homme demande dans les bars et les boîtes de nuit où ils faisaient leurs concerts, est-ce que vous savez où est Jimmy? Et là, les gens dans les bars et les boîtes de nuit lui disent non, non, il n'y a jamais eu de guitariste Jimmy dans ton groupe, tu es complètement fou. Donc on voit bien que Jimmy a été effacé de la réalité. Dans quel but? Euh, pour moi, ça ne fait pas avancer le plan des entités non humaines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des aspects du plan que l'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas appréhender, parce qu'on a affaire à des consciences synthétiques, alors que nous, on est des consciences organiques, mais a priori, ça ne fait pas avancer le plan. Donc on peut penser qu'il y a cette espèce de jeu, de tirage au sort, où des personnes sont effacées au bon vouloir des entités. Et c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Dès les années 70, Guy Tarat disait qu'il y avait 5 millions d'Américains euh, qui avaient purement et simplement disparu. Et en fait, c'était la population devait être à tel niveau. Or, il y avait 5 millions de personnes en moins, ce qui n'était pas possible quand on voyait les taux de fécondité et tout ça. Donc, ces 5 millions de personnes avaient disparu. Et il y a énormément de disparitions mystérieuses, mais il n'y en a pas 5 millions. Donc on peut penser qu'une grande partie de ces 5 millions de personnes disparues ont été effacées de la réalité, ou en tout cas de la réalité de cette timeline, et que le subconscient des proches de l'entourage a été reprogrammé pour qu'ils ne gardent aucun souvenir de ces personnes. Et pour moi, ça fait partie du jeu absolument pervers de ces entités non humaines, effacer littéralement des gens. Et il y a des gens qui sont effacés de la mémoire de tous, de la réalité, mais d'autres ne sont pas effacés de la mémoire. Et ça, c'est encore plus dramatique parce que là, les gens se rappellent de la personne disparue qui a été effacée de la réalité. Et on peut se demander si certaines disparitions mystérieuses ne sont pas purement et simplement des effacements. Par exemple, aux États-Unis, il y avait, aux États-Unis, il y avait deux jeunes filles qui étaient en train de faire du jogging, de faire un footing l'une à côté de l'autre. C'était les meilleures amies. Et à un moment donné, l'une des deux, les deux filles sont côte à côte et une des deux filles se retourne, son amie a disparu, en une seconde disparu, comme effacée. Donc là, bien évidemment, elle prévient les autorités et tout qui font des recherches, mais qui ne retrouvent rien. Et c'était une forêt où il n'y avait pas de prédateurs, où il n'y avait pas d'animaux sauvages et tout cela, et il n'y avait pas moyen de disparaître il n'y avait pas moyen de disparaître comme cela. Donc on peut émettre l'hypothèse où cette personne est tombée dans un vortex qui s'est ouvert, parce que ça arrive aussi, ou alors cette personne a été purement et simplement effacée de la réalité par les entités non humaines. Mais dans ce cas-là, l'effacement n'a pas entraîné l'effacement n'a pas entraîné une perte de mémoire des autres, puisqu'il n'y a pas eu reprogrammation du subconscient. Donc ça, c'est un cas tragique parce que la personne est disparue pour ses amis et pour sa famille. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de très sinistre derrière tout ça. On voit bien que ça ne correspond à aucun plan. On voit bien que c'est un espèce de jeu pervers de la part de ces entités non humaines. Donc, bien évidemment, je vais continuer au fil des différents podcasts à travailler sur cet aspect de la manipulation de la réalité, sur cet aspect jeu des entités, parce qu'elles jouent vraiment avec nous. Cet aspect jeu
Je le rappelle, ça a été découvert dès les années 20 par des gens comme Charles Fort et tout ça, qui voyaient bien que dans les phénomènes paranormaux, il y avait quelque chose qui allait pas, qui allait au-delà d'un plan, et qui voyaient bien qu'il y avait cet aspect jeu pervers, et par des gens comme John Keel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas récent, simplement le jeu semble avoir pris une autre ampleur ces dernières années. Peut-être à cause de la mise en place des interunivers, peut-être à cause de l'ouverture de vortex et l'arrivée massive d'entités dans notre réalité liée à la mise en place des interunivers. Toujours est-il que comprendre cet aspect jeu, c'est à mon sens essentiel pour comprendre le système de contrôle des entités non humaines. Donc bien évidemment, l'enquête continue et à très bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion.